Eh bien, je vous propose peut-être de démarrer. Je vais laisser la parole à Marie Brard, directrice du MUNAE, Musée national de l'éducation, qui nous fait le plaisir donc d'animer cet échange. Et le MUNAE donc, qui a rejoint très récemment le réseau de la FEMS et nous en sommes ravis. Donc, Marie, je vous laisse la parole. Eh bien, merci François. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravie effectivement d'intervenir ce matin et je voulais dans un premier temps remercier Céline Chanas, vice-présidente de la FEMS, qui ne peut être avec nous aujourd'hui, mais qui est à l'origine de cette brillante idée d'inscrire à la programmation des jeudis la thématique du patrimoine éducatif et de nous inviter pour cet échange. Donc, cette idée fait suite, en fait, effectivement, comme vous l'indiquiez, à sa visite dans le cadre de notre demande d'adhésion récente, puisque le Musée national de l'éducation est entré parmi les membres de la FEMS en fin d'année dernière. De même, d'ailleurs, que le musée de Botoa qui interviendra aujourd'hui. Donc, en effet, nous allons ce matin nous intéresser, avec l'intervention des trois collègues que je vous présenterai juste après mon propos introductif, à la question du patrimoine de l'éducation. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette photographie qui représente un certain nombre d'items conservés dans les collections du MUNAE, ce patrimoine est très riche et protéiforme. Il recouvre des champs divers qui sont en lien aussi bien avec l'éducation scolaire, ce qui est souvent le cas, on le verra, mais aussi l'éducation familiale ou encore populaire. Ces typologies d'objets qui composent le patrimoine de l'éducation sont vastes, allant, comme on le voit ici, du mobilier aux imprimés, comme les manuels scolaires, aux travaux d'élèves, aux travaux d'enseignants, au matériel pédagogique, mais aussi composés de jeux, jouets, de peintures, d'archives photographiques ou encore filmiques. Donc pour certains, il peut s'agir aussi d'un patrimoine oral ou immatériel, ou encore, on le verra à travers le cas de Botoa, d'un patrimoine bâti quand il est conservé au sein d'anciennes écoles. Enfin, il peut aussi s'agir, on y pense moins, de patrimoine lié à la commande institutionnelle, avec des œuvres, par exemple, créées dans le cadre des 1% artistiques dans les établissements scolaires. Donc les illustrations que vous voyez là, je vous le disais, sont en fait les collections du MUNAE. Collections à la fois impressionnantes par leur diversité, mais aussi par leur ampleur numérique, puisque nous conservons un peu plus de 950 000 documents et objets, mais je laisserai Nicolas vous présenter plus en amont, plus en avant le MUNAE. Sur la diapositive suivante, ce que l'on peut voir, c'est que les collections patrimoniales concernant l'éducation sont très nombreuses en France. Donc, vous allez le voir sur la carte. Si l'on s'intéresse aux statistiques, les chiffres qui nous ont été communiqués par l'Association des Amis du Musée national de l'éducation et du patrimoine éducatif sont assez éloquents. Alors, je suis navrée, mes visuels sont légèrement flous. En effet, dans son annuaire et sur la carte que vous voyez apparaître ici, qui est visible sur le site internet de l'association et qui a été réalisée en 2016, on voit que plus de 170 lieux, 170 collections liées au patrimoine éducatif ont été recensées sur le territoire national. On constate bien sûr une grande hétérogénéité parmi ces établissements avec des statuts divers. Le MUNAE dépendant de l'État, beaucoup de musées dépendants de tutelles de type collectivité territoriale, mais aussi beaucoup de musées associatifs comme le musée de Botoa. Donc, si l'on observe la carte, on constate aussi un maillage territorial important. Rares sont les départements qui ne possèdent pas de musée lié à l'éducation. Et on constate aussi une prépondérance rurale, puisque 33% de ces structures sont implantées dans des communes de moins de 1000 habitants. Si l'on s'intéresse aux trois régions aujourd'hui représentées par le MUNAE, le musée de Gonesse et le musée de Botoa, on le voit donc pour la Normandie, le MUNAE n'est pas le seul effectivement établissement qui conserve du patrimoine lié à l'éducation. Il y en a d'autres sous statut et divers. Sur la diapositive suivante, on peut voir également euh, que c'est le même cas pour les autres régions. Donc là, si on regarde la Bretagne, le musée de Botoa a d'autres homologues au sein même de la région, notamment le musée de Trégarvan, avec qui on travaille aussi régulièrement, vous en parlerez tout à l'heure. Et puis pour l'Île-de-France, c'est également le cas, c'est une des régions aussi où il y a une forte représentation du patrimoine de l'éducation. Donc, les débats que nous aborderons aujourd'hui intéresseront bien sûr ces musées répertoriés sur cette carte, mais aussi, à n'en pas douter, les différents collègues venant de musées plus généralistes, de musées d'histoire et de société de manière générale, dont une partie des collections peut traiter de l'enfance et ou de l'éducation.
Les exemples sont nombreux hein, dans les musées de territoire et nous avons d'ailleurs pu l'observer lors des récentes journées professionnelles de la FEMS qui ont eu lieu en mars dernier. Et en fait, j'ai constaté qu'à cette occasion, 2 des musées visités possédaient des éléments de patrimoine scolaire dans leur parcours permanent. Donc, c'était assez intéressant à relever. Donc, l'image que vous voyez là est en fait une photographie prise par mes soins, d'où sa piètre qualité, mais qui montre la reconstitution de scènes de classe au sein du musée du textile et de la vie sociale à Fourmies, qui est intégré à l'écomusée de l'Avesnois. Sur l'autre diapositive, on peut voir une autre valorisation que l'on a visitée à cette occasion, qui est celle visible au Familistère de Guise et qui présente le mobilier des écoles, qui était un mobilier spécifique, hein, puisque réalisé à partir d'études statistiques des mensurations des enfants du Familistère Gaudin. Voilà, donc en plus de ce nombre important, on peut aussi noter un fort ancrage avec le territoire sur lequel ces musées s'inscrivent, qui valorise à la fois des mémoires individuelles, mais aussi des mémoires collectives, et qui participe à la construction d'une identité territoriale qui peut entrer en complémentarité avec les collections plus larges du Musée national de l'éducation. Donc sur cette diapositive, vous voyez par exemple une photo d'une collection du Musée de Bretagne qui illustre clairement les variantes régionales. Ici, l'enseignement du breton, plus particulièrement une affiche donc, datant de 1957 qui lutte pour le maintien et le développement de l'enseignement de la langue bretonne. Donc tous ces musées ont en fait bien évidemment, et les auditeurs et auditrices présentes en font partie, ont des questionnements partagés qui peuvent être débattus lors de rencontres scientifiques et professionnelles et qui nourrissent nos débats, notamment lors de l'élaboration de nos projets scientifiques et culturels. Parmi ces questionnements, on retrouve les questions de la présentation au public de nos collections, le patrimoine éducatif et on le voit sur cette photo ici du Munae, le plus souvent figuré par une salle de classe reconstituée, complète ou partielle. Nous pouvons nous demander à cette occasion si effectivement il faut sortir de ces stéréotypes, ne pas systématiser des formes fixes et comment renouveler les messages et les présentations autour de ce patrimoine éducatif. Se demander également, on le verra au fur et à mesure des différentes interventions, comment s'ouvrir et intégrer les questions socialement vives et accompagner l'éducation d'aujourd'hui. Il y a aussi d'autres questions, notamment sur les identifications des spécificités de chaque établissement, alors qui peuvent être soit le fruit du hasard, de la constitution des collections, de l'histoire même de l'institution, mais qui peuvent aussi être relevés de choix scientifiques de conservation. Comment donc affirmer ces expertises et ces spécificités qui pourraient créer des renvois entre nos établissements, mais qui seraient aussi une source d'une meilleure visibilité auprès des chercheurs et des publics? Pouvons-nous même travailler ensemble à une politique d'acquisition harmonisée et partagée? Pourquoi pas? Comme vous le voyez sur cette exposition, des partenariats existent déjà dans ce sens. Il s'agit là d'une capture d'écran de notre logiciel de gestion de collection, donc Skin, qui est en fait partagé auprès des 3 établissements que vous allez découvrir ce matin, le Munae, le musée de l'école de Botoa et le musée d'histoire et de société de Gonesse. Vous voyez donc que chacun peut aller consulter la base de l'autre établissement afin de mieux connaître et de travailler sur un thésaurus commun. Donc, effectivement, il y a des tentatives de mise en réseau de ces musées qui ont été engagées notamment par le Munae et par l'Association des Amis du Musée et du Patrimoine éducatif. Mais le nombre important de structures et son éclatement géographique rend parfois difficile cette structuration. Néanmoins, en plus du projet de base commune, on peut citer des projets réalisés collectivement, notamment dans le cadre de la mise à disposition d'expositions itinérantes par le Musée national de l'éducation, dont certains collègues d'autres musées s'emparent. On voit ici, par exemple, à gauche, une photo d'un des panneaux de l'exposition sur le sport, qui a été repris très récemment par le musée de l'école rurale de Boulogne-sur-Mer, qui présente effectivement une refonte de cette exposition que la collègue a pu adapter au vu de ses propres collections.
Et puis, on a un autre exemple sur la diapositive suivante, qui est une réadaptation de l'exposition du Munayer qui s'intitulait « 50 ans de pédagogie à travers les petits écrans », réutilisée pour une exposition par le musée de l'école rurale de Trégarvan. Voilà, sur la dernière diapositive, je vous présentais quelques ouvrages dont je me suis servie pour élaborer ce propos introductif. Et je voulais vous présenter donc les 3 intervenants qui nous accompagneront aujourd'hui et avec lesquels vous pourrez converser. Donc Christine Refalot, directrice du musée de l'école de Botoa en Bretagne, un musée de site qui valorise ses collections au sein d'une ancienne école. Et nous nous interrogerons aujourd'hui avec elle, notamment sur les spécificités d'un musée de site et sur les questions de la médiation auprès des publics. Juste après, c'est Nicolas Coutan, directeur adjoint du Munayer, qui prendra la parole et qui présentera les actions récentes du musée, traitant des questions socialement vives et remettant en contexte historique les enjeux contemporains de l'éducation. Il abordera également le lien et les spécificités d'une tutelle qui est celle de Réseau Canopé, acteur de la formation pour les enseignants. Et enfin, c'est Stéphanie Mengalès qui prendra la parole, responsable du musée d'histoire et de société de Gonesse. Stéphanie va revenir sur les spécificités du nouveau projet de musée qui valorisera 2 typologies de collections, patrimoine éducatif et patrimoine hospitalier, et les liens bien évidemment entre éducation et santé. Et enfin, elle nous montrera comment le projet de musée est pensé comme une fabrique du citoyen avec un lien fort au territoire et aux habitants. Un très beau programme, donc Christine, je vous laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Alors, je vais essayer de partager mon document. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez mon document? C'est en train d'apparaître à l'écran, ça devrait être bon. Alors pour l'instant, moi je vois un écran blanc, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Alors, attendez. Moi j'ai un écran noir. Ah, pourtant là, je suis bon. Vous sélectionnez normalement la fenêtre sur laquelle apparaît le PowerPoint et en le faisant défiler peut-être ensuite. Vous ne voyez rien du tout? Non. Bon. Mais sinon, ce que je vous propose, c'est de prendre le relais. Je peux diffuser le PowerPoint et n'hésitez pas à me faire savoir quand est-ce que je dois faire défiler les slides. On peut faire ça. Je vous laisse démarrer dans ce cas-là. D'accord. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par une présentation du musée puisque nous sommes depuis peu adhérents à la fédération. Et nous continuerons par les différents types de patrimoine scolaire de la collection et la médiation mise en place autour de cette collection. Donc, le musée de l'école de Botoa est situé en centre-Bretagne, en zone dite hyper rurale. Et c'est un musée associatif créé par des passionnés, musée qui œuvre à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine scolaire. L'association donc du musée rural de l'éducation dans les Côtes d'Armor va travailler à partir de 1992 à la réhabilitation de l'école communale de Botoa, située à quelques kilomètres de Saint-Nicolas-du-Pélem. Cette école communale a été en activité de 1931 à 1977 et le parti pris de l'association a été de la remettre en état telle qu'elle était dans les années 30 à son ouverture. Donc vous avez vu l'état dans lequel elle était quand elle a été récupérée et ensuite sur cette diapo la restauration et la remise en état de l'école. Donc pendant un an, l'association va effectuer un collectage dans les écoles proches afin de préparer l'ameublement du site, du musée et de la maison de logement de fonction. Et le musée ouvre en 1994.
Le musée est ancré dans son territoire de par le bâti, bien sûr, par l'implication des anciens élèves dans la sauvegarde de l'école et la présence d'archives de l'école elle-même avec cahiers d'écoliers, photos de classe et même un film retrouvé tourné par un instituteur en 1962. Donc le site est composé d'une salle de classe années 30. Donc là on peut voir dessous, il y a deux diapos où on voit la salle de classe reconstituée, mais dans son lieu d'origine. Vous avez également un logement de fonction de la même époque et qui est une maison et non un appartement comme on le trouve souvent dans les écoles. Là, c'est vraiment une petite maison sur le site. Vous avez bien sûr la cour, le préau qui est toujours avec le sol en terre battue. Nous avons ensuite un espace pour les expositions temporaires et 2 salles d'animation et un espace réserve de 100 mètres carrés qui est complété par un local externe prêté par la commune parce que bien sûr on ne peut pas tout mettre, notamment le mobilier. Mais par contre, le musée, c'est un peu une spécificité de Botois, ne possède actuellement pas d'espace d'exposition permanente. Pour nous, l'exposition permanente, c'est la salle de classe et le logement de fonction, finalement. Alors, la collection, actuellement, nous avons environ 11 000 fiches numérisées. Elle est essentiellement constituée par des dons de particuliers et en 2019, par l'arrivée de très nombreux objets et documents issus du CERE, le Centre d'études et de recherche en histoire de l'éducation de Saint-Brieuc. Et les achats muséographiques sont peu fréquents. Ils correspondent le plus souvent à des objets ou documents permettant de compléter une exposition temporaire. Alors, photographie de classe, chambre photographique, jeux de sciences, livres de sciences, diplômes de certificats d'études, médailles. Mais des achats spécifiques peuvent être faits comme un lot d'affiches de Victor Courbet, affichiste officiel du ministère de l'Instruction publique durant la Grande Guerre. Donc, la collection est consacrée à l'école primaire publique de la fin du 19e à nos jours, et plus particulièrement à l'échelle régionale. Donc, vous en avez parlé en introduction, donc je vous fais rapidement un petit état des lieux du matériel disponible. Je vais aller rapidement, hein, les outils d'écriture, des cahiers, travaux d'élèves, des documents officiels, du matériel d'enseignants, du matériel pédagogique, des ouvrages reliés, bien sûr, des illustrations, imagerie, planches didactiques, du textile et du mobilier, et une spécificité de la collection, des jeux et jouets. Donc, les questions de l'évolution de l'éducation et des méthodes pédagogiques, de la vie de l'élève et de l'enseignant, du lien entre la guerre et l'école sont quelques-uns des sujets qui peuvent être développés. Donc, le musée est un centre de ressources important pour les chercheurs, les éditeurs et autres structures muséales ou patrimoniales. Et nous accordons chaque année de nombreux prêts pour des expositions thématiques variées, qui pour certaines n'ont a priori pas de lien avec l'école. Alors, par exemple, une exposition sur le thème du jeu, avec le petit écho de la mode, sur l'arbre, avec les archives départementales des Côtes-d'Armor, sur les langues bretonnes, la pomme et le cidre, avec l'écomusée de la Bantinée à Rennes, sur même la grève du juin français, avec le musée de Saint-Brieuc, ou encore l'illustration avec le musée de Trégardon. En fait, les livres scolaires, les buvards, les jeux, les chronos sont autant de ressources pouvant être utilisées pour des expositions hors de la thématique scolaire. Par exemple, dans l'édition, l'auteur Pascal Omesson a sollicité le musée pour illustrer un livre « Habits de travail, du labeur à la mode ». Et un film, le musée est également un lieu de tournage pour un film qui s'appelait Le réseau Shelburne de Nicolas Guilou. Donc à Botoa, le patrimoine scolaire présenté est donc constitué d'un patrimoine bâti, d'objets et de documents, de mobilier, et en outre de patrimoine immatériel qui tient une place importante puisqu'il s'agit de pédagogie et de savoir-faire.
les souvenirs témoignent de la vie scolaire et de la vie hors de l'école, comme les jeux ou les trajets du domicile à l'école. Au musée, par exemple, nous avons un atelier intitulé Jeux et jouets buissonniers qui perpétue le savoir-faire des enfants, qui s'est transmis de génération en génération. Sous le préau, les visiteurs ont accès à des jeux de coups dont nous avons mis les règles à disposition et le visiteur se retrouve ainsi acteur du patrimoine en reproduisant les gestes anciens. Alors, dès son ouverture, le projet pédagogique est vraiment au centre de l'activité du musée. Nous accueillons près de 5000 élèves par an, des classes de CP, CE essentiellement, car avant d'aborder l'histoire en classe de CM, les élèves sont amenés à réfléchir à la notion de temps en partant de ce qu'ils connaissent, l'école et la vie à la maison, en comparant avec ce qu'ils ont connu leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents. Christine, pardon, je me permets de vous interrompre. Est-ce que Oui. au niveau du micro, j'ai l'impression que le volume sonore est en train de faiblir. Je ne sais pas si vous êtes éloigné du micro, mais peut-être quand non, pas du tout. Ah, là, c'est déjà un chouïa mieux, peut-être en parlant un peu plus fort, peut-être, alors, je ne sais pas. D'accord, je vais essayer. Excusez-moi. Merci, pas de problème. Donc, je disais que vraiment le projet pédagogique est vraiment au centre de l'activité. Et donc, les élèves accueillis sont plutôt des CP, CE, puisque c'est la notion de temps qui est étudiée pour ces niveaux-là. Et ils font une comparaison temporelle entre leur vie d'écolier, leur vie à la maison, et ils comparent avec la vie de leurs grands-parents, même arrière-grands-parents. Et cette comparaison leur permet de se situer temporellement et appréhender la notion de passé. Le but est de placer l'enfant dans des conditions d'une journée d'école en 1930, donc en immersion. Ils font un chemin de 3 km à pied pour arriver à l'école, passage ensuite en classe avec le maître, avec étude de la leçon de morale, de l'écriture à la plume. Et l'après-midi, ce sont plutôt des ateliers sur différentes thématiques en lien avec l'enfance, l'école, sur ateliers sur le vêtement, sur les jouets buissonniers, sur le repérage dans l'espace, sur le piquage qui est un peu le b.a.-ba de la couture, qui se faisait beaucoup dans les classes à l'époque. Et voilà, différents ateliers sont proposés. Mais c'est vrai que même si la visite est axée sur la période des années 30, elle permet quand même d'aborder des thématiques actuelles telles que la sobriété énergétique, l'écologie, par exemple, avec la visite du logement de fonction, la mixité, le port ou non de l'uniforme, la condition des femmes, les langues régionales. Et le musée étant situé en Centre-Bretagne, bien entendu, l'évolution du monde rural est également abordée avec les conditions de vie difficiles, l'accès à l'école ou l'exode rural. Pour le grand public, la médiation sous forme de visite guidée permet des moments d'échange et de discussion, de transmission et de lien surtout entre les générations. La parole est vraiment au cœur des visites et nous le constatons notamment pendant les visites de résidents d'EHPAD dont les souvenirs d'écoliers restent vifs. La localisation du musée dans une ancienne école, c'est vrai, peut parfois apparaître comme un handicap, avec une présentation un peu figée, mais cela amène les visiteurs à partager leurs expériences et à s'interroger sur l'évolution de la société et la place que l'enfant y occupe. C'est vrai que les visiteurs ont une sorte de flash un peu spatio-temporel qui fait que pas mal de souvenirs remontent et ça amène vraiment la discussion entre eux et avec nous. Alors, l'ouverture sur des préoccupations actuelles est parfois abordée lors d'expositions temporaires. Alors, par exemple, la condition des femmes avec l'exposition Au fil du temps, travaux d'aiguille à l'école, qui a présenté comment la femme était dédiée dès son plus jeune âge à être une bonne ménagère et une bonne mère de famille. Ou actuellement, l'avenir, la présentation et l'avenir de pédagogie alternative avec notre exposition La pédagogie freinée hier et aujourd'hui. Et dans cette nouvelle exposition, une partie est consacrée au temps présent
et à la continuité de cette pédagogie dans les classes actuelles. Et un film a d'ailleurs été tourné dans 2 classes des Côtes d'Armor. Il nous arrive également d'emprunter des expositions montées par Munae et de les compléter avec mon fonds. Par exemple, il y a eu plus ou moins bête sur l'évolution et de la représentation animale à l'école, ou encore l'école en Algérie, l'Algérie à l'école, complétés par des documents présents dans la collection et qui ont amené à des rencontres d'anciens élèves en Algérie. Pour conclure, je pense qu'il est important, c'est vrai, que les expositions temporaires amènent à des réflexions plus contemporaines en lien avec l'actualité. Et la médiation est également essentielle, surtout en ce moment, pour déconstruire un peu les a priori basés sur la nostalgie, avec notamment en ce moment le sujet de l'uniforme et les questions de discipline. Et voilà, l'école est vraiment plus que jamais un sujet sensible qui nous concerne tous. Je parle un peu vite, je pense. Je suis désolée. Merci Christine pour cette intervention. J'ai bien pris note des questions qui sont apparues en commentaire. On les traitera à la fin de l'intervention. Je vais laisser la parole à Nicolas Coutan qui est à mes côtés puisque nous travaillons tous deux au sein du Munae. Bonjour à toutes et tous. Alors, donc me revient la tâche de présenter les enjeux liés au Musée national de l'éducation. Alors, il y a un petit PowerPoint préparé, je pense que vous pouvez le lancer. Alors, le Musée national de l'éducation, pour le présenter très rapidement, donc comme le disait Marie, c'est un service de réseau Canopé qui conserve le patrimoine de l'éducation entendu au sens large, donc c'est l'histoire de l'école, mais pas seulement, c'est aussi l'éducation familiale, l'éducation populaire, l'éducation entre pairs, PAIRS, etc. Sur une période longue qui court du XVIe siècle à nos jours, et on est très attaché à ce « à nos jours » qui positionne le Musée national de l'éducation comme un musée d'histoire et de société. Le cadre géographique des collections, c'est la France et ses anciennes colonies, même si parfois on ne s'interdit pas quelques pas de côté à titre comparatif. Voilà pour une présentation très rapide. Que dire de plus? Bon, le musée est installé à Rouen depuis 1979. Et c'est l'héritier du musée pédagogique créé par Jules Ferry et Ferdinand Buisson en 1879, donc juste avant les grandes lois scolaires qu'on connaît bien, hein, du tout début des années 1880. Et ce musée pédagogique créé par Ferry et Buisson, il est fondé dans la perspective de cette refonte scolaire initiée par la Troisième République. Donc le musée national de l'éducation aujourd'hui, il est l'héritier de ce musée pédagogique, il est l'héritier de ce souci initial en fait d'apporter aux enseignants une matière destinée à les accompagner dans leur pratique professionnelle. Et on verra à la fin de mon intervention qu'aujourd'hui, la tutelle du musée national de l'éducation finalement poursuit cette mission initiale. Alors, moi, mon propos, il va surtout se centrer autour de 2 spécificités de l'établissement. D'une part, l'exploration du contemporain, de l'autre, la particularité liée aux actions de formation menées par le musée, actions de formation à destination des enseignants. Pour commencer sur l'exploration du contemporain, le projet scientifique du Musée national de l'éducation, le projet scientifique précédent, puisque l'actuel est en cours de rédaction, avait pour ambition de mettre ce contemporain en perspective historique afin d'apporter au public, et plus largement aux citoyens, les clés de compréhension des enjeux éducatifs du moment. Souvent, il s'agit de sujets socialement vifs, mais bon, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'on aime bien explorer les sujets qui viennent titiller la société. Je vous propose donc de voir ensemble quelques exemples. Les premiers, ce sont par exemple des cycles de conférences qui ont été menés il y a quelques années. Là, vous voyez Harry Potter et les jeux vidéo. C'est l'occasion de questionner à travers la collection de littérature jeunesse et la petite collection informatique du musée, de questionner 2 éléments qui sont souvent interrogés eux-mêmes par les médias. Faut-il avoir peur des jeux vidéo? Faut-il avoir peur des écrans? Vous voyez, c'est typiquement, par exemple, actuellement, une question qui intéresse
qui intéresse l'institution et qui intéresse le public. Si on passe la diapositive suivante, quelques exemples d'expositions réalisées durant ces dernières années en prise avec le contemporain. En 2014-2015, le musée présentait 50 ans de pédagogie par le petit écran, qui s'intéressait donc à la place des écrans dans la pédagogie, avec un regard rétrospectif sur un demi-siècle. C'est évidemment, comme je le disais à l'instant, un sujet central au regard des débats sur les écrans à l'école, mais aussi en dehors. Diapositive suivante, une autre exposition, l'école en Algérie, pardon, l'Algérie à l'école, présentée en 2017-2018. L'exposition explorait la relation franco-algérienne au prisme de l'école, des années 1830, c'est-à-dire depuis la colonisation, jusqu'à nos jours, en évoquant bien évidemment le contexte colonial et la guerre d'indépendance, mais aussi ce qui s'est passé après 1962, notamment en termes de coopération. Et puis, troisième diapositive, une exposition plus récente, 2020-2021, métier d'enseignant, métier d'élève, une exposition qui revenait sur les enjeux passés et actuels du métier d'enseignant et du métier d'élève, mais aussi poser des questions du type comment définir un bon prof à l'époque de Jules Ferry, dans les années 70 et de nos jours, bon, c'est un exemple, hein, ce n'était pas le seul, ou quels sont les rôles des élèves à l'école dans les années 1880 et au début du XXIe siècle. Alors là, j'ai balayé quelques exemples très rapidement. Je m'attarderai sur 3 projets sur lesquels je suis plus à l'aise parce que j'ai pu les suivre plus personnellement. Le premier, c'est l'exposition S'habiller pour l'école qui a été présentée en 2023-2024, qui vient de s'achever, et qui explorait la relation entretenue par l'école avec le vêtement des années 1880 à nos jours, en France, avec un regard comparatif avec le Royaume-Uni, où les usages vestimentaires sont très différents. L'objectif de cette exposition, c'était vérifier que le vêtement, aujourd'hui encore, est un fait scolaire à part entière et, de manière plus pragmatique, valoriser une collection qui était en cours de constitution par le biais d'une collecte importante. Ce projet, il est né en 2017, avant donc les polémiques et les annonces de l'été et de l'automne 2023 sur l'uniforme et l'abaya, mais gardons quand même en mémoire que ces sujets infusaient déjà la société en 2017, au moment où le projet a été initié. On peut passer à la diapositive suivante, je crois qu'il y a une autre image. Les commissaires de l'exposition, donc Aude Le Guenec, qui est enseignante-chercheuse à la Glasgow School of Art, et moi-même, et les membres du comité scientifique, ont souhaité traiter la question de la relation vestimentaire, enfin la relation de l'école avec le vêtement, pardon, de la manière la plus large possible, sans se limiter aux questions vives du moment, à savoir la laïcité, l'uniforme, et dans une certaine mesure, les questions relatives au genre, et en prenant en compte, pour mieux les dépasser, les clichés nostalgiques véhiculés par exemple par les images d'élèves en blouse, etc. Une grande attention a donc été portée par le musée à la manière d'aborder et de circonscrire les sujets vifs du moment. Finalement, l'actualité a largement profité à l'exposition, notamment en termes médiatiques et donc de fréquentation, mais on s'est rendu compte que les sollicitations des médias nationaux et locaux ont finalement beaucoup porté sur les 2 questions que justement nous avions tenté de traiter tout en les mettant non pas de côté, mais en leur définissant un espace bien limité, à savoir l'uniforme et la laïcité. Voilà. Alors, parallèlement toutefois, cette exposition, elle a été l'occasion d'un travail de recherche et de développement mené entre 2017 et 2024 et qui a permis de tisser des relations avec des partenaires variés, pleinement ancrés dans le monde d'aujourd'hui. L'industrie du vêtement, notamment les marques qui se regroupent derrière le groupe ID Kids, OKID, Petit Bateau, c'est les choses que vous voyez à gauche de la diapo par exemple, Kickers, etc. Mais aussi l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur, comme l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, qui ont travaillé avec des lycées pro sur la question du vêtement idéal pour l'école aujourd'hui. Mais l'ancrage dans le contemporain, c'est aussi un univers scientifique et académique constitué de juristes, les questions liées aux religieux notamment, d'anthropologues du vêtement, de sociologues de l'éducation, etc. Donc permettant d'agréger autour du projet des compétences particulières. Le projet a par ailleurs été l'occasion de générer des formations à destination des enseignants, j'y reviendrai, ainsi que des actions de médiation et des acquisitions. Je crois qu'il y a encore des diapositives. Voilà, alors au titre des acquisitions récentes menées en lien avec l'industrie du moment, vous voyez à droite donc un débardeur Petit Bateau et à gauche une tenue OKID, je crois, qui ont été données par les entreprises à l'occasion de l'exposition. Et puis sur la diapo suivante,
des tenues réalisées à gauche par des élèves d'un lycée pro et à droite par les élèves de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, qu'on avait questionné sur la tenue idéale pour rentrer à l'école ici en maternelle. Alors, ce que je viens d'évoquer très très rapidement, c'est un projet d'exposition. Projet suivant, diapo suivante. Le projet Éducation et LGBTI+, mené par le musée depuis 2017, toujours en cours. Ce projet, il est né à la suite d'une perspective d'exposition sur les adolescents et l'amour, mais aussi au regard des enjeux du moment, notamment en termes de lutte croissante contre les LGBTI-phobies à l'école, mais aussi de la prise en compte du harcèlement scolaire dans les politiques nationales. Ce projet, qui n'est pas un projet d'exposition, hein, il comporte plusieurs facettes. Une facette partenariale, tout d'abord. C'est un projet qui est mené avec des associations, Centre LGBTI Normandie, le Refuge, Lesbien Tagueté, le Planning Familial, etc., qui apportent leur expertise et viennent, aux côtés du musée, créer le discours. Le musée, finalement, il accompagne, mais il ne se positionne pas de manière verticale. Ce n'est pas lui qui crée le discours, pas lui qui crée un discours descendant, mais il vient accompagner, plutôt en termes de méthodologie scientifique et de coordination, une expertise venue du monde militant. Autre facette, on peut passer à la diapo suivante. Donc, cette démarche partenariale, elle a permis de mener un nombre conséquent d'acquisitions, quelques 200 ou 300 items rentrés depuis 2017, dans le cadre d'une collecte qui est toujours en cours, visant à faire entrer des témoignages des questions les plus contemporaines sur les questionnements LGBTI à l'école. Cette collecte, elle s'est organisée de manière réticulaire, grâce au réseau tissé par les associations et le musée, mais aussi grâce au réseau tissé avec la communauté éducative concernée. Là, vous voyez par exemple ici quelques exemples, notamment des travaux d'élèves, le petit papier définissant le mot homophobie qui a été produit dans le cadre d'une intervention en milieu scolaire réalisée par le Refuge. En haut à droite, une affiche de la campagne électorale pour les candidats au conseil de vie lycéenne du lycée Jeanne d'Arc de Rouen. En bas à gauche, une pancarte portée par un élève trans sur son cartable au moment de la révision des lois de bioéthique. Et puis à droite, en bas à droite, une illustration pour la jeunesse créée par un auteur. Et puis, diapo suivante, des choses qui ont été collectées auprès des associations actives sur le terrain, notamment AIDS, ici, qui a accordé au musée un don très important en 2018, plutôt d'outils liés à la lutte contre le VIH-Sida, mais aussi à la lutte contre l'homophobie. Des acquisitions, mais aussi un travail sur la documentation important. On s'est rendu compte que le musée était l'héritier d'un plan de classement des collections qui était hétérocentré et cisgenrocentré, pardon, j'en perds mon latin, qui invisibilisait les collections traitant d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de discrimination. Donc il y a eu un travail important qui a été mené sur le sujet. Et puis enfin, bien évidemment, comme la collègue de Botoa l'évoquait tout à l'heure, l'importance de la médiation et de l'intégration des éléments à la programmation grand public, mais aussi scolaire. Là, vous voyez ici un extrait de la brochure scolaire qui traite du sujet, avec également un volet formation sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et puis pour terminer cet ancrage dans le contemporain, un dernier exemple lié à l'actualité sanitaire que nous connaissions il y a 4 ans, le projet Éducation confinée qui a été lancé en 2020. Au mois d'avril 2020, vous vous souvenez tous du contexte, le musée a souhaité lancer une collecte d'objets et de documents venant témoigner des effets du confinement sur les questions éducatives, notamment scolaires. Dans l'urgence, ce projet s'est fait dans l'urgence, hein, à la manière finalement dont le MUCEM a lui aussi à l'époque lancé sa propre collecte, plus généraliste et nous l'avons plus ambitieuse aussi. Le musée a reçu plusieurs dizaines de propositions de nature très variée. Vous voyez ici à gauche une dictée réalisée au téléphone par une grand-mère et son petit-fils.
Un masque, bon, évidemment pédiatrique, c'était un objet attendu, mais aussi, diapo suivante, je crois qu'il y a d'autres images, des travaux d'élèves relevant de la bande dessinée, relayant les consignes sanitaires. Alors, ce que je vous montre là, ce sont des documents papier, ce sont des objets, mais que le musée a l'habitude de manipuler, mais nous avons reçu aussi beaucoup de documents numériques qui ont posé question euh, parce que nous ne les avions pas anticipés, malgré, et ça on se rend compte qu'a posteriori, c'était l'évidence, finalement, l'évidence du sujet dans un contexte de continuité pédagogique à distance. Il fallait qu'on s'attende à des documents numériques. Nous les avons découverts en même temps qu'ils nous étaient proposés. On s'est posé et on se pose toujours la question de comment conserver des documents nativement numériques, parfois même créés en ligne, donc sans support logiciel. Cette question n'a pour le moment pas été résolue et seule une partie des objets physiques et des documents papier ont été finalement intégrés à la collection. Le reste est encore dans un espace intermédiaire entre documentation et collection d'études. Mais la conclusion de cette collecte, c'est bien pour nous, et je pense pour le patrimoine éducatif de manière générale, tel qu'il est en train de se créer, la nécessité de prendre en compte les productions numériques, eu égard notamment à la place croissante de ces supports dans la pratique pédagogique actuelle. Comment, par exemple, conserver des témoignages de l'existence des ENT, des espaces numériques de travail, dans nos collections. Alors, pour clore cette première partie, rassurez-vous, la deuxième est beaucoup plus courte. Diapo suivante, je tenais à signaler que donc, sur cette question du contemporain, le MUNAE n'est pas le seul à se positionner parmi les musées de l'école. La collègue de Botoa l'évoquait tout à l'heure. Marie l'a évoqué aussi pour Trégarvan. Donc là, donc, je reprends deux exemples propres au musée de Trégarvan, qui a récemment produit 2 expositions. Tout s'explique, 2022-2023, sur les questions d'éducation sexuelle, une question particulièrement d'actualité, et la fabrique de l'école 2.0 en 2021-2022 sur les mutations de l'école à l'heure du numérique. Et puis donc, en guise de grosse conclusion, mon deuxième point sur la spécificité des actions enfin, la spécificité du rattachement institutionnel du MUNAE au sein de... Le MUNAE est un service de Réseau Canopé. Réseau Canopé, vous le savez, il s'est constitué en 2010 de la réunion du Centre national de documentation pédagogique et des CRDP, Centres régionaux de documentation pédagogique, qui se sont regroupés en un établissement unique. Réseau Canopé, jusqu'à 2019, était un éditeur de ressources pour les enseignants. C'est aujourd'hui un acteur de la formation de ces enseignants. Et pour mémoire, c'est un établissement public opérateur du ministère de l'Éducation nationale. Donc pour le Musée national de l'éducation, Musée de France, c'est un rattachement très particulier qui lui permet toutefois de mener des actions originales dans le champ de la formation. Les professionnels du musée, l'équipe du musée n'est pas une équipe de professionnels de la formation. Toutefois, nous sommes accompagnés par nos collègues de la direction de l'ingénierie de service, qui nous permettent finalement de mettre en place des formations à distance sous forme de webinaires, qui sont autant d'occasions de toucher un public d'enseignants sur tout le territoire français. Et donc de dépasser largement le positionnement géographique du musée à Rouen en région. Alors, quelques exemples rapidement. Des webinaires en lien avec des expositions itinérantes. Là, on peut montrer la diapo suivante. Ces expos itinérantes, ce sont des choses très modestes dans leur format. Ce sont des expositions panneaux qui sont prêtées notamment aux établissements scolaires. 2 exemples d'expositions itinérantes qui ont initié des formations menées par Réseau Canopé, éducation LGBTI+, un peu d'histoire pour lutter contre les discriminations, mais aussi la figure du héros scientifique, Pasteur, un cas d'école, exposition itinérante qui a été produite en 2002 dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Pasteur et des célébrations nationales associées,
qui connaît un succès important en lien avec les préoccupations post-Covid, de vaccination, vous vous en doutez bien. Et puis une autre exposition itinérante qui génère des formations à distance, filles-garçons, égalité des chances, sur les questions d'égalité hommes-femmes, bien évidemment. Par ailleurs, au-delà de ces expositions itinérantes, certaines expositions présentées in situ, expositions patrimoniales présentées in situ dans les murs du musée, peuvent faire l'objet de formations sous format webinaire. Récemment, par exemple, le vêtement et l'école, histoire et enjeux contemporains, qui est un webinaire qui a été capté et qui est donc accessible en ligne, en lien avec l'exposition S'habiller pour l'école, exposition qui a par ailleurs généré 2 autres webinaires, l'un mené par Gabriel Richard, sociologue spécialiste des questions LGBTI+, exigences vestimentaires scolaires, rapport au genre et aux sexualités. Et puis un dernier webinaire en lien avec cette exposition, réalisé par Siam Gemri, qui est inspectrice d'académie à Créteil en charge des questions de laïcité, vêtements, école et laïcité. Et puis enfin, en tout dernier lieu, le MUNAE produit aussi des supports de formation à distance, par exemple un web documentaire que j'ai oublié d'intégrer au PowerPoint, intitulé L'Algérie à l'école, produit en 2018 à l'occasion de l'exposition du MUNAE. Web documentaire qui est régulièrement sollicité pour des formations en présentiel par le rectorat de Rouen et par les IA-IPR d'histoire. Alors pour conclure, comme vous le voyez, ces sujets, des sujets qui intéressent et qui sont en prise avec les questions du moment, il faut tout de même avoir en tête que, de manière générale, l'histoire de l'éducation est bien peu présente dans les formations initiales des enseignants. Je pense que les collègues de Gonesse et de Botoa ne me démentiront pas. Et que pour le musée, c'est donc finalement crucial d'explorer des thématiques contemporaines pour, par leur biais, réinjecter des contenus historiques afin de les mettre en perspective. C'est toute la spécificité du rôle du Musée national de l'éducation. Alors, bien évidemment, sur la question des webinaires, sur la question des formations, on sait que le rattachement du musée à Réseau Canopé facilite grandement les choses. Mais sachez que Réseau Canopé, donc là, ça va être ma seconde corporate, est présent dans tous les départements par le biais d'ateliers Canopé et que donc les musées de l'école, mais aussi les musées de société qui s'intéressent à l'histoire de l'éducation et à l'histoire de l'école, peuvent tout à fait se rapprocher des collègues de Réseau Canopé. Nous pouvons faire l'intermédiaire pour co-construire avec eux des productions à destination des enseignants. Voilà, j'ai débité ça très très vite. Je suis désolé, c'était peut-être un peu dense et un peu rapide. Je me tiens à disposition s'il y a des questions. Merci Nicolas, ça a suscité là aussi de nombreuses questions sur lesquelles on reviendra après l'intervention de Stéphanie Magalès, qui est donc responsable du musée d'histoire et de société de Gonesse. À toi la parole Stéphanie. Merci beaucoup. Donc, je cherche mon PowerPoint. C'est bon, tout le monde le voit. Parfait. Ok, je vais même le mettre comme ça, c'est encore mieux. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, je ne vais pas vous parler d'un musée ouvert, mais plutôt d'un musée fermé et en cours d'ouverture, de réouverture. Donc, déjà, peut-être en introduction, vous expliquer d'où vient ce projet et ce vers quoi il va. Ensuite, nous vous parler un petit peu des enjeux du nouveau positionnement du futur projet donc, de musée d'histoire et de société, puisque c'est le nom qu'on lui donne temporairement à Gonesse. Et finir avec aujourd'hui comment on fait vivre cette collection à Gonesse avant l'ouverture du futur musée. Donc l'aventure, on va dire, elle commence de cette collection, elle commence dans les années 80, comme beaucoup de musées autour du patrimoine éducatif, avec les célébrations des lois Ferry dans les années 1980. Une collection donc, qui a suscité beaucoup d'envie de la part des politiques, puisque elle a donné lieu à une exposition à la préfecture du Val d'Oise, donc à Cergy-Pontoise, et ensuite le souhait politique de conserver ces collections et de l'enrichir, mais aussi de l'ouvrir au public de manière pérenne. Et la première image que vous voyez donc à gauche, Saint-Ouen-l'Aumône, ça a été le premier lieu d'installation de cette collection dans les années 80 jusqu'en 2013.
une ancienne école, donc un peu comme Botoa le disait tout à l'heure, une école qui était pour nous en partie en activité. Donc nous avions sommairement l'école des garçons et l'école des filles étaient en activité avec une cour de récréation régulièrement envahie par les élèves, ce qui était absolument extraordinaire puisque nous avions un vrai musée dans un lieu de vie, donc un musée de l'éducation dans un lieu de vie qui était l'école. Ce musée, pour des raisons politiques et financières, a fermé en 2013. Il s'agissait d'un musée associatif qui était subventionné par le conseil départemental du Val d'Oise, avec l'éducation nationale qui mettait à disposition des postes d'enseignants, une structure d'environ 7-8 personnes, qui a donc dû fermer ses portes, et les collections étaient en déshérence à partir de 2013. Un appel à l'aide en fait a été lancé par l'association à toutes les villes d'Île-de-France, puisqu'il s'agissait là de collections collectées durant 30 ans sur le territoire francilien, qu'on ne pouvait pas laisser partir ainsi à la dérive, ou en tout cas finir dans un hangar. Le musée, bien sûr, national de l'éducation s'est mobilisé pour la sauvegarde de ces collections. Et la ville de Gonesse également n'a pas souhaité que ces collections soient mises en danger et a décidé de les prendre sous son aile, pour parler un peu sommairement, on va dire, et de monter un nouveau projet sur l'est du territoire. Saint-Ouen-l'Aumône, c'est à l'ouest du Val d'Oise. Gonesse, c'est à l'est du Val d'Oise. Donc, certes, le même département, mais des lieux, des territoires complètement différents. Et c'est là toute la complexité, on va dire, de ce projet. Donc, les collections sont arrivées à Gonesse, avec, à ce moment-là, le souhait d'installer un musée. On n'a pas dit un musée de l'éducation, on a dit un musée autour de l'histoire de l'éducation et de tout ce qui est en lien avec cette histoire, dans un bâtiment que vous voyez sur la droite de l'écran, qui est un hôpital-hospice, l'hôpital-hospice de la ville de Gonesse, un hôpital-hospice de 1841, aujourd'hui désaffecté, puisque nous avons un très beau centre hospitalier qui date de 2013. Au centre, vous avez cet espace de préfiguration, c'est-à-dire l'espace actuel où nous sommes. J'y reviendrai tout à l'heure, donc que nous avons nommé la fabrique du musée. Donc le défi, quand les collections sont arrivées à Gonesse, ça a été d'associer à la fois ce patrimoine éducatif important, puisqu'il s'agit là encore de 30 ans de collecte, aussi bien du mobilier, des travaux d'élèves, des outils pédagogiques, à une histoire hospitalière locale très importante, puisqu'à Gonesse, nous avons des vestiges du patrimoine, des vestiges de l'histoire hospitalière rurale en Île-de-France, avec un hôtel-Dieu qui date du milieu du XIIIe siècle, et ensuite une succession de bâtiments jusqu'à un hôpital plus récent en 2013. Avec également non seulement des vestiges, donc là vous voyez les arcades de l'Hôtel-Dieu qui sont classées monuments historiques. La suite, c'est bien sûr l'hôpital-hospice que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a ensuite un bâtiment avec une architecture de fer et de verre aujourd'hui, malheureusement détruit, mais qui datait des années 70. Et le dernier bâtiment actuel, l'hôpital. Donc on a sur un espace contraint une histoire hospitalière encore visible de nos jours. On a également des collections qui racontent l'histoire de l'hôpital, l'histoire de cet hôtel-Dieu, avec là, vous voyez, un tableau religieux donc, qui date du XVIIe siècle, mais aussi des archives conséquentes sur l'hôpital au Moyen-Âge. Donc, avec tous ces éléments-là, il nous fallait trouver un lien avec notre patrimoine éducatif important. Donc, je vous ai mis quelques images, mais qui sont un peu redondantes avec celles que mes collègues ont montrées, donc je vais passer vite. Un patrimoine éducatif
qui nous permet de parler de l'école en Île-de-France, puisqu'on est uniquement sur des collections du territoire, qui nous permet évidemment de parler de choses beaucoup plus générales, comme l'égalité filles-garçons, avec des éléments qu'on retrouve dans d'autres musées. Et donc, le lien évident qui nous a semblé pouvoir nourrir un propos, ça a été l'éducation à la santé. Cette éducation à la santé, elle est visible à différents, bien sûr, dans les visites médicales, on y pense tout de suite. L'éducation, l'hygiénisme au XVIIIe siècle, évidemment la prévention, la tuberculose, enfin on a tout un tas de choses qui nous viennent en tête, mais également l'évolution des espaces de la classe et toute tous ces éléments qui étaient transmis au niveau pédagogique dans les salles de classe. Donc, c'est mis en place là une réflexion en interne sur comment construire un propos et comment inscrire ce nouveau musée sur ce territoire avec une histoire locale très forte autour de la santé. Nous avons donc, avec aussi un autre objectif qui était celui de protéger ces collections patrimoniales qui certes sont intéressantes, mais qui restent des objets quand même du quotidien, qui parlent de la société, mais qui restent des objets quand même extrêmement fragiles. On n'est pas sur des œuvres d'art, on est sur des objets qu'on trouve dans différents musées, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui peuvent parfois paraître comme de peu d'intérêt, en tout cas, pas de peu d'intérêt, je dirais plutôt d'une valeur un peu différente que des œuvres d'art. Et donc, nous avons souhaité les protéger pour souhaiter obtenir cette appellation Musée de France, qui protège les collections, mais qui aussi présente et témoigne de l'importance de ces collections aujourd'hui pour notre société et pour la mémoire de notre territoire. Donc, nous avons obtenu cette appellation Musée de France en 2023. Et les enjeux, finalement, du futur musée sont restés finalement assez identiques à ceux du premier musée de Saint-Ouen-l'Aumône, c'est-à-dire un musée de territoire qui s'inscrit, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas Coutan, dans un monde en transformation, c'est-à-dire qu'on s'inscrit aussi dans une démarche contemporaine. On est aujourd'hui en 2024 et nous souhaitons que ces collections nous apportent des informations et nous donnent des éléments de compréhension de cette actualité. C'est également le deuxième enjeu que vous voyez sur la droite, donc des outils pour comprendre l'actualité, le présent, et aussi un musée qui se réinvente pour rencontrer ses publics. Là, tout a été, on va dire, réinventé sur Gonesse, puisque on n'est pas sur les mêmes publics, on n'est pas non plus sur les mêmes acteurs. Il a fallu donc rencontrer les autres musées du territoire, il a fallu rencontrer les associations, toutes les structures locales, et quand je dis locales, ce n'est pas uniquement la ville de Gonesse, c'est bien évidemment tout autour, pour voir comment inscrire au mieux ce musée sur ce territoire. Évidemment, il y avait un acteur privilégié, au-delà de tous les musées avec lesquels on a travaillé, notamment les musées du réseau des Neuves de Transilly, qui est un réseau de musées en Île-de-France et de structures autour du patrimoine. Je pense au musée de Suresnes, je pense au musée d'Atis-Mons, Argenteuil, avec lesquels on a travaillé. Mais il y a également un acteur fondamental qui est le centre hospitalier. Parce que comme vous le voyez là sur l'image, c'est la page de garde de notre étude de faisabilité et de programmation. Le bâtiment central, donc, qui est ce futur musée, est entouré par des bâtiments qui appartiennent encore au centre hospitalier. Donc on est vraiment sur un projet autour d'un patrimoine éducatif, mais qui s'inscrit avec une histoire hospitalière, mais encore plus puisqu'on est dans un centre hospitalier, avec notamment des espaces dédiés à la pédopsychiatrie, vraiment à quelques mètres de l'entrée du futur musée. Donc il a fallu travailler avec tous ces éléments pour construire un projet vraiment ancré sur le territoire et qui réponde à ses besoins. Donc, le positionnement qui a été défini avec bien sûr cette étude de faisabilité qui est encore en cours, puisqu'on n'a pas encore
on est à la fin de l'étape 2. Donc, nous avons pris cette décision de définir un projet qui présenterait l'éducation comme une fabrique du citoyen. C'est-à-dire, le citoyen, vous allez me dire, la santé, elle est un peu loin. Non, puisque là, on est vraiment sur comment l'école et comment l'éducation, au sens large, permet de construire des enfants en bonne santé et qui apprennent correctement à l'école et ailleurs. Donc, on a défini un parcours. Pour l'instant, c'est évidemment un pas présent dans l'espace encore. On est vraiment à la phase de réflexion sur le parcours de programmation et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces thématiques et qu'est-ce qu'on peut faire avec nos collections et les acteurs du territoire. On a défini différents espaces, je les ai mis là. Donc, la place de l'école dans l'instruction des futurs citoyens. Là, ça évoque évidemment tous les apprentissages, la pédagogie, la place de l'enfant dans la salle de classe. Comment cet enfant et cette place a été considérée au fil du temps, de l'enseignement mutuel jusqu'aux pédagogies nouvelles. On parlait des pédagogies Freinet tout à l'heure. Quelle est la place de l'enfant à l'école? Comment l'école aussi a été un lieu d'innovation pour justement améliorer la place de l'enfant dans l'institution. Ensuite, on a un deuxième espace qui sera l'école comme espace d'apprentissage à la vie en société, c'est-à-dire comment on a envisagé la mixité, comment on a envisagé le genre, la place du genre à l'école, qui permet justement, pour rebondir avec ce que disait tout à l'heure Nicolas, comment aujourd'hui on est encore, et l'école est encore en train de lutter contre des stéréotypes. D'où viennent-ils ces stéréotypes? Et peut-être même comment l'école a construit ces stéréotypes sans le vouloir, bien sûr, puisqu'on était dans un contexte complètement différent. Et là, on va justement expliquer dans ces lieux les contextes, de manière à ce que les messages ne soient pas dénaturés. Évidemment, un espace central qui sera l'éducation à la santé et le lieu de prévention. Donc là, on va parler, certes, des épidémies jusqu'à l'épidémie de Covid, mais aussi de l'évolution du mobilier scolaire, mais aussi de l'éducation, de la place de la cantine, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, comment l'alimentation des enfants est gérée dans le milieu éducatif, à l'école. Un autre espace qui nous semblait important, c'est l'éducation hors l'école. Comment la famille contribue à cette éducation, la place des copains, des amis, des amis physiques, mais aussi des amis numériques, la place des réseaux sociaux aujourd'hui dans la vie de nos enfants. Tous ces sujets d'actualité qui nous permettent en fait, dans chacun de ces espaces, d'aborder l'espace à partir d'une question d'actualité et d'essayer de trouver dans nos collections des réponses à des questions qu'on se pose aujourd'hui. Et enfin, le dernier espace qu'on a appelé la grande collecte, qui est un espace qui sera plutôt dédié, lui, à tout ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. C'est-à-dire que on a tous dans nos collections un pupitre, un cartable, enfin des objets qui témoignent de l'histoire de l'éducation. Ce qu'on souhaite, nous, aujourd'hui faire, c'est d'associer à chaque objet, chaque document qui rentre au musée, en tant que matériel d'étude, un témoignage, une collecte, une enquête collecte, en fait, qui nous permette de retracer l'histoire de cet objet. Puisqu'on se rend compte que la place du témoignage dans notre histoire de l'éducation, elle est tout aussi importante, finalement, que l'objet en lui-même. Un cartable, si on n'a pas le témoignage de la personne qui a utilisé ce cartable et l'histoire de cet objet, perd un peu, et on le sait, de son intérêt. Donc nous, on souhaiterait consacrer un espace entier qu'on a appelé la grande collecte à ce patrimoine immatériel et à ces témoignages que les publics pourront laisser le jour même quand ils viendront visiter, mais qu'ils pourront aussi écouter et du coup se renseigner sur un témoignage, par exemple, sur l'éducation filles-garçons dans les années 60. Évidemment, on ne pourra pas remonter aux années 1900.
vous en doutez bien. Le Repère Forum, ben, c'est cet espace où on va justement pouvoir échanger autour de questionnements, autour de l'histoire de l'école, de l'histoire de l'éducation et comment, quelles sont les questions aujourd'hui qu'on se pose. Ce sera un peu un espace où on pourra voilà, se rassembler et discuter un peu comme l'objectif est vraiment de construire un lieu d'échange. Voilà. Alors, ça, c'est là, je vous ai parlé du projet et de ce vers quoi on va. En attendant, ce musée, eh bien, on a la fabrique du musée. Donc, c'est un lieu, un espace de préfiguration que l'on a volontairement renommé, puisque pour nos publics ici, qui n'a pas de musée dans la ville, un espace de préfiguration de musée, c'est compliqué à envisager. Donc, on l'a appelé tout simplement la fabrique du musée. Et c'est un lieu, je vous ai mis quelques images, un lieu dans lequel on va parler du futur projet et de comment on construit ce futur projet. Donc, il va y avoir les objectifs. Voilà, ça sera un musée-société. On va collecter du patrimoine immatériel. Mais néanmoins, il y a quand même 8 siècles d'histoire hospitalière qu'il va falloir aussi intégrer à ce projet. On va parler des collections. On a un espace pour présenter aussi à nos publics. Un musée, ce n'est pas uniquement une salle d'exposition, ce sont aussi des réserves. Et des réserves, bah, parfois, ce n'est pas extrêmement beau à voir, hein. Il y a des caisses dans lesquelles on peut parler à nos publics justement du conditionnement et de tout ce soin qu'on doit apporter à nos collections. Et en même temps, de leur parler de cette nécessité de conserver ce patrimoine. Et pour le conserver, bah, il faut utiliser certaines méthodes. On leur parle aussi dans ce lieu bah, de comment on s'y prend pour construire un musée. Quelles sont les thématiques que l'on va choisir, comment on choisit les collections qu'on va présenter. On a vraiment choisi ce lieu comme un espace un peu didactique, voilà, pour montrer la méthode. Pour l'instant, l'exposition, on va dire le thème qu'on a choisi de présenter, c'est l'égalité filles-garçons avec 3 axes. Je vous n'en ai présenté qu'un seul, celui-ci. On a l'axe orientation scolaire. Donc pourquoi aujourd'hui on est encore en train de lutter pour que les filles aillent dans certaines filières. On a l'axe jeux et jouets avec une présentation de jeux encore très stéréotypés aujourd'hui dans nos boutiques. Et cet axe auquel on tenait particulièrement, parce que ce lieu de préfiguration, on souhaite aussi que ce soit un lieu test. Quelle est la place pour l'éducation à la sexualité à l'école? Et on souhaite voir là comment nos publics réagissent sur cette thématique-là. Quelques images sur notre politique des publics. Donc, on a fait évidemment une étude de public avant de lancer l'étude de programmation. On a également fait, pour s'inscrire vraiment aussi dans différentes manières de montrer ce patrimoine éducatif, on a fait appel à une compagnie de théâtre pour qu'elle crée un spectacle sur qu'est-ce qu'un musée et se moquer aussi un peu de certaines idées reçues qu'on a sur les musées. Une exposition itinérante à l'INSPE Versailles à un moment donné pour voilà, présenter dans le cadre d'un forum le chantier des collections qui a été ouvert aussi à nos publics pour leur montrer là aussi dans une démarche vraiment participative comment on construit ce musée. Un comité scientifique des jeunes qui a été créé avec le lycée de la ville pour associer les jeunes à ce que va être ce musée. D'ailleurs, on a eu un workshop là en mois de mars, directement dans les locaux de l'hôpital pour leur demander leur avis sur ce futur musée, quels sont les espaces qu'ils souhaiteraient y trouver. Et enfin, comme je vous disais tout à l'heure, pour finir, ce souhait vraiment d'ancrer notre projet dans une forme de participation des publics. Et là encore, la collecte et l'appel à enquête collecte que nous souhaitons mettre en place régulièrement. Et la dernière, là, c'était sur la question des vacances, puisque l'éducation aussi se fait pendant les colos, avec les copains. Et voilà, et ce sont des éléments qu'on a assez peu dans les collections. Et donc, pour justement enrichir ce point-là, on souhaitait lancer cet appel à collecte. J'en ai fini pour la présentation. Je ne sais pas si j'étais dans les temps.
C'est parfait. Vous avez tous respecté parfaitement le timing. Merci Stéphanie. Je vous propose de voir ensemble les questions qui ont été posées dans un premier temps avant de peut-être laisser le débat ouvert. Donc, pour le cas de Botoa, Sophie a posé 2 questions à Christine. Elle s'intéressait au financement qui avait été mis en place dans le cadre des travaux de réhabilitation du bâti scolaire et s'interrogeait aussi sur la composition de l'équipe, de combien de personnes est composée l'équipe actuelle du musée de Botoa. Alors pour la réhabilitation de l'école, vu que elle appartient à la commune, donc la commune a participé et elle est le département aussi des Côtes-d'Armor. Et apparemment la commune, je n'étais pas là et j'avoue que je suis pas là depuis très longtemps, donc je ne connais pas le détail de ce qu'a pu trouver la commune puisqu'elle a monté des dossiers de financement pour être aidée sur la réhabilitation. Mais en tout cas, voilà, commune et département, c'est sûr. Après, il faut voir si de son côté, la commune a trouvé d'autres financements. Sinon, nous sommes une équipe de 3 permanents à temps plein. Nous avons une chargée de collection, un animateur et mon poste qui est partagé entre direction et animation. Voilà. D'accord, ça me fait rebondir sur d'autres questions, celle de Marion. Donc, pour cette petite équipe, combien arrivez-vous à accueillir de public? Ça, c'est la question de Marie-Pierre. Quelle est votre fréquentation? Et ensuite, pour revenir sur les collections, Marion s'interroge sur le statut de vos collections et comment elles sont partagées. Et celle à la dernière question, pardon, qui est plus commune aux 3 structures, puisqu'on a présenté effectivement le logiciel métier qui permet de partager les collections entre nos 3 structures, mais sont-elles partagées par une interface publique? Donc, fréquentation, statut des collections. Alors, la fréquentation. Alors là, on accueille, en fait, le gros de notre public, c'est le public scolaire. Donc, on est à peu près à 5000 scolaires par an, ce qui est beaucoup moins qu'avant Covid. Et comme tout le monde, les frais du bus qui augmentent et donc du coup de moins en moins de sorties. Et ensuite, pour le grand public, on doit être à peu près à 2000 visiteurs, donc on va dire à peu près 7000 en tout sur l'année. Et nous n'avons pas de partage public de nos collections. Et les collections appartiennent à l'association. Voilà. Oui, c'est vrai que chaque structure gère sa propre base de partage des collections auprès de nos publics. Je crois qu'il n'y en a pas à Gonesse, il ne me semble pas encore, Stéphanie, tu me confirmes. Une existe pour le Munae et Botoa, vous avez votre propre base en ligne pour les publics? Non. D'accord. On est non, on ne partage pas au public. Très bien. Ça fait partie des enjeux de développement de nos structures. On note l'idée. Ensuite, il y avait des questions pour Nicolas, mais qui d'ailleurs peuvent être débattues collectivement. Notamment, Apolline pose une question sur la gestion de ce qu'elle a appelé les commentaires négatifs du type « c'était mieux avant » ou le niveau baisse franchement. Comment on gère ce type de remarques qui peuvent être régulièrement formulées oui, par les publics? En fait, finalement, ce sont des remarques qu'on reçoit peu, hormis, je pense, dans les situations de médiation directe et qui, dans ce cas, sont déminées, réinterrogées par la médiatrice, le médiateur. Dans les scénarios à venir pour la refonte du parcours permanent, une des possibilités, c'est justement de partir des idées reçues. Et donc, et parmi ces idées reçues, je crois que l'une était justement le niveau baisse, ou est-ce que le niveau était meilleur avant? Donc ça, c'est des choix de parcours et de discours qu'on n'a pas encore complètement calés. Mais une des possibilités qui a d'ailleurs reçu un accueil plutôt favorable du comité scientifique du musée il y a quelques semaines, c'était de partir de ces idées reçues et de les déminer, de les commenter, de les interroger. Voilà. Donc, quand elles sont formulées, on a tendance à les affronter de face, je dirais, et à les retourner.
les retourner, les compléter, les réinterroger. Enfin, ça dépend comment, ça dépend de la question. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas les esquiver. Mm. Ça, c'est sûr. C'est certainement pour le musée la pire des choses à faire. Oui, il s'agit bien de les remettre en contexte C'est et de ça. Voilà. les expliquer. Marie-Pierre s'interroge sur le statut des documents que tu as présentés dans le cadre de la collecte éducation confinée. Mhm. Oui, alors, une partie des documents, donc la collecte a été initiée en 2020, elle a dû durer à peu près 1 an, si ma mémoire est bonne. Il y a 2 cas de figure, vous l'avez compris, c'est d'un côté les objets physiques, de l'autre côté les objets numériques. Les objets numériques, pour le moment, sont mis de côté dans l'attente de solutions juridiques, de conservation, de documentation. Les objets physiques, eux, ont suivi un parcours très classique hein, d'entrée dans les collections, en passant par la commission interne d'acquisition du musée. Certains ont été acceptés, d'autres non. Ceux qui ont été acceptés sont entrés dans les collections, sont inventoriés, sont consultables pour la plupart sur la base en ligne. Là, je crois ils ont été numérisés et les notices ont été versées. Ceux qui ont été refusés, la plupart du temps, si ma mémoire est bonne, sont restés en collection d'études. Puisqu'en fait, la collecte, on l'avait imaginé initialement en 2 temps. Premier temps, on interroge, pose une question qui était la suivante. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus représentatif, le plus important à conserver de ce temps d'éducation confinée? On collectait les réponses et ensuite, on allait chercher des items. Vous voyez? Et finalement, bon, ça, c'était la démarche qui avait été imaginée et formulée. Et finalement, à la question qu'est-ce qui est le plus important ou le plus représentatif, la plupart des gens ont répondu en nous envoyant des choses directement. Donc, on s'est retrouvé avec des choses physiques dans les collections du musée, arrivées par la poste, hein, la plupart du temps, de manière très très simple, et qu'on a gardé donc en documentation en informant évidemment les donateurs et celles et ceux qui souhaitaient récupérer ont récupéré. Voilà. Donc, il y a 3 cas de figure, quoi. Et les objets numériques qui sont vraiment à part, il y a les objets qui sont entrés dans les collections, et puis il y a un entre-deux qui est resté en documentation, puisque une partie des objets, on s'est beaucoup interrogé par exemple sur une bouteille d'huile d'olive qui avait été envoyée par une famille dont l'enfant devait faire un voyage linguistique en Espagne au tout début du confinement. Et donc, pour le consoler, les parents ont mis en place une semaine à l'heure espagnole. Et donc, les petits déjeuners, notamment, je crois que c'est ça, étaient constitués de pain grillé avec de l'huile d'olive, vous voyez. Et enfin, la famille a envoyé la bouteille d'huile d'olive. Ça a créé beaucoup de débats. De mémoire, je crois qu'elle n'est pas rentrée dans les collections du musée, mais elle est restée au titre de la documentation. Moi, je pensais qu'il fallait l'intégrer dans les collections. Mais... Ça fait partie des débats que l'on a en interne dans le cadre de ces commissions. Vous l'imaginez, vous devez avoir les mêmes chez vous. Pour revenir sur les expositions, Marie-Pierre s'interrogeait sur l'impact des expositions que tu as présentées sur le futur PSC. Alors, les expositions itinérantes ou les expositions Je pense de manière générale? Il s'agissait plus des expositions générales sur les questions socialement vives notamment. D'accord. Sur le futur PSC. Oui. C'est ça, Marie-Pierre? Oui, c'est ça, Nicolas. Merci. Oui, alors, je dirais que la session du précédent PSC a permis de valider l'hypothèse, enfin, a permis de valider les hypothèses qui avaient été formulées par le musée en termes de pertinence d'aller ou pas vers ces questionnements. Les expositions ont rencontré leur public, elles ont permis de nourrir une réflexion scientifique, elles ont permis de réaliser des publications qui viennent thésauriser un peu la matière. Donc, pour nous, finalement, la phase post-PSC de prise de recul sur le précédent PSC, de ce point de vue, du point de vue des expositions qui interrogent les sujets socialement vifs, cette question est validée, quoi. Vous voyez. Et donc, a priori, je parle sous contrôle parce qu'on est le
le prochain PSC n'est pas validé encore, mais il est en cours de constitution. Mais a priori, cette manière de faire, cette envie de faire, va se poursuivre. L'expérience a été concluante. Ouais. Voilà. Par ailleurs, c'est plutôt une demande de notre tutelle. On s'en rend compte, donc ça tombe bien. Tout à fait, oui, c'est ce qui semble ressortir. Là, effectivement, nous sommes dans la première phase de pré-écriture du PSC avec des groupes en interne qui ont été montés sur différentes thématiques, dont bien sûr la thématique exposition et l'ensemble des collègues étaient plutôt unanimes sur la volonté de poursuivre et de mettre en œuvre ce type d'exposition, de continuer dans cette voie, mais aussi un groupe sur la formation qui Oui. permettait aussi d'affirmer aussi le souhait de ce positionnement différenciant d'acteurs de la formation par le biais notamment des supports d'exposition, qui était un outil et des supports pour organiser des formations. La dernière question concernant le Munae est celle de Sophie. Est-ce que vous versez vos collections sur la base pop? Non. Enfin, Pas presque encore. pas. Presque pas. Il y a quelques notices sur Joconde, enfin sur Anciennement Joconde, voilà, qui avait été versé il y a quelques années. C'est pré-Covid, donc ça commence à dater un peu. Et il me semble que le musée, à l'époque, si ma mémoire est bonne, avait souhaité verser des notices d'objets un peu représentatifs des différentes typologies représentées dans ses collections. Donc il doit y en avoir quelques dizaines, je crois que ça ne dépasse pas la cinquantaine, c'est ça, hein, voilà. En fait, c'est vrai que c'est un questionnement. Le musée a sa base en ligne, propre, et participe de manière aussi discrète que sur Pop à la base de données des collections des musées normands, qui est portée par la Fabrique de patrimoine en Normandie. Et sur cette base régionale, on a aussi quelques dizaines de notices. Alors là, c'est un choix plutôt thématique. Ce sont des modèles de botanique au zoo qui sont versés. Donc, c'est une logique très différente de celle qu'on a menée pour Ex-Joconde, pour Pop. Voilà. On n'est pas très bons élèves pour ça. Ceci étant, alors, moi, à titre personnel, et je sais qu'on est plusieurs dans le musée à se poser la question, cette multiplication des bases propres aux établissements national, régional, etc., ça pose vraiment question. On serait vraiment très curieux d'avoir un retour des chercheurs. Enfin, des publics, mais a priori, c'est quand même plutôt des bases qui s'adressent à des chercheurs et des chercheuses. On serait curieux d'avoir leur retour sur les usages de ces différentes bases. Voilà. Je ne sais pas je sais pas si c'est interrogé par les porteurs de bases au niveau national et au niveau régional. En tout cas, on se rend compte que nous-mêmes, en tant que professionnels, on est parfois un peu perdus dans l'océan des bases de collections en ligne. Merci Nicolas. Et la dernière question donc, est pour Stéphanie. Il faudra peut-être, Marie-Pierre, que vous interveniez. Je ne suis pas certaine de bien avoir compris votre question. Les collections sont-elles en phase avec le projet? Est-ce que vous pouvez expliciter Oui, Stéphanie. Bonjour Stéphanie. C'est par rapport à tes collections, parce que je sais que tes collections, voilà, on en a déjà discuté, donc par rapport au projet, donc je crois que tu peux développer. Oui, la difficulté, c'est, vous l'avez compris, on a donc ce patrimoine éducatif qui est très conséquent. On a une histoire hospitalière avec quelques collections hospitalières qui ne racontent pas réellement l'histoire de l'hôpital, ou en tout cas de la médecine. Ces collections, elles racontent l'histoire de l'Hôtel-Dieu et d'un hôpital très religieux. Et donc, on a trouvé effectivement une solution, Marie-Pierre, qui est finalement d'utiliser ces collections, non pas dans le parcours permanent du futur musée, qui aurait risqué finalement de perturber le visiteur, mais plutôt de créer un espace dédié à l'entrée du musée qui ne serait pas donc payant, qui serait gratuit pour toutes les personnes, qui introduirait le bâtiment, donc cet hôpital-hospice, et son histoire dans la ville, et plus largement dans l'histoire du patrimoine hospitalier en Île-de-France. Donc, il y aurait cet espace à l'intérieur, avec ses collections un peu fragiles, hein, des pots à pharmacie, des choses comme ça. Mais à l'extérieur aussi, un espace qui présenterait ces vestiges architecturaux. Et parce qu'on pense que l'histoire hospitalière, elle se lit surtout par les vestiges architecturaux de la ville. Voilà, Marie-Pierre. Merci Stéphanie.
Très bien, on arrive au terme des questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres souhaits d'échanger, d'interroger nos trois intervenants, ou si nous allons pouvoir conclure et remercier l'ensemble des participants pour cet échange très riche. Eh bien, un grand merci. Il y a une main, Marie, Cécile. Il y a une main, effectivement. Oui, Cécile? Oui, bonjour, excusez-moi pour les questions impromptues à la fin. J'ai relevé, ça m'intéressait, Madame Magaïès, la participation, la création d'un comité scientifique des jeunes avec des lycéens. Voilà, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de formation sur ce qu'ils le font et comment vous travaillez avec eux. C'est passionnant, c'est mes deux collègues, donc chargés des collections Clémence Lecomte et chargée des publics Estelle Repka, qui ont monté ça il y a 3 ans maintenant. Dans un premier temps, ça a été vraiment une approche avec un enseignant d'histoire, très curieux finalement de ce projet, avec qui on est intervenu pour présenter à la classe ce projet de musée. Ça a découlé l'année suivante, alors que les élèves étaient en première, sur un travail avec 2 classes, cette fois 2 professeurs d'histoire, les mêmes, dont un était le premier aussi. Un deuxième s'y ajouté pour travailler sur, cette fois, la collecte autour justement du Covid et de comment les adolescents avaient vécu le Covid, puisqu'on était au lendemain de cette épidémie. Et ils ont donc choisi un objet dans leur entourage et ils ont cherché un témoignage, pareil, dans leur entourage, soit eux-mêmes, soit des gens qui ont souhaité témoigner sur cette période-là. Et on a simulé une commission d'acquisition pour justement qu'ils nous présentent cet objet, de pourquoi il était important d'intégrer cet objet dans nos collections et le témoignage qui allait avec. Je ne vais pas vous mentir, on n'a pas eu tous les objets et tous les témoignages. Forcément, certains élèves avaient oublié leur clé USB, etc. Donc, il y a eu des ratés, ce n'est pas un projet parfait. On a même eu un élève qui a souhaité nous donner son autorisation pour l'instant de l'établissement, vous savez, les tables avec la croix rouge au scotch pour séparer les élèves les uns des autres, ce qui aurait été super intéressant. Et donc, cette année, on a travaillé cette fois avec 3 enseignants, donc ça monte en puissance. Un enseignant notamment d'art plastique cette fois, qui a souhaité s'associer à ce projet. Et là, on a fait un workshop d'une seule journée dans les bâtiments de l'hôpital hospice. Tous les élèves donc, sont venus, donc 75 élèves, qu'on a répartis dans les espaces, et on leur a demandé de réfléchir sur les espaces du futur musée. Par exemple, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme ambiance, ambiance par exemple dans l'accueil ou alors dans l'espace dédié à la recherche ou dans le parcours permanent, la cafette, enfin voilà, tous ces espaces-là où on souhaitait avoir l'avis des jeunes sur la manière dont ils envisageaient ce futur musée qui va être finalement un lieu important dans leur ville. Et on souhaitait pas on souhaitait vraiment les associer à ce travail-là en amont. C'est une phase qui est passionnante finalement, cette phase de construction. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci beaucoup. Merci Cécile pour cette dernière question et merci Stéphanie pour ta réponse qui montre ô combien le musée est toujours un acteur important pour les territoires et combien il est aussi important d'y associer les habitants. Vaste sujet que la FEMS aborde régulièrement. Merci à toutes et tous, merci aux intervenants, merci à François pour cette organisation, merci à la FEMS et merci aux participantes et participants. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.